Nous allons commencer, nous avons déjà un tout petit peu de retard sur le planning. Alors ce matin, nous avons parlé de prévention. Nous allons continuer avec la préparation. On dit communément que 90% de la réussite d'une intervention tient à la phase de préparation. Et pour parler de cette phase cachée de l'iceberg et de son évolution depuis 40 ans, nous avons rassemblé pour cette table ronde et dans l'ordre, alors j'ai choisi un ordre, désolé pour les uns et les autres, j'espère que vous retrouverez bien votre place dans le système. Donc d'abord le commandant, le capitaine de frégate Lotelin, qui est directeur du CEPOL, qui a changé de sexe au cours de son histoire, puisqu'au départ c'était la CEPOL. Le centre d'expertise pratique de lutte anti-pollution, la direction des affaires maritimes qui est représentée par l'administrateur principal Rémi Mégécas, chef du bureau du contrôle des activités maritimes, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, plus connu sous le nom de CEREMA, en la personne de Marc Gigabel, adjoint au chef de division impact environnementaux des activités. Le syndicat mixte de protection du littoral breton, plus connu sous le nom de Vigipol, qui est représenté par sa directrice, Madame Sophie Bahé. Et enfin, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur, représentée par le capitaine de corvette David Guédé, chargé de mission mer et eau intérieure au bureau d'analyse et de gestion des risques. Voilà. Merci d'être parmi nous cet après-midi. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai retrouvé des choses de mes très vieilles archives. En 1979, à la question « Des progrès ont-ils été faits en matière de technologie des matériels de lutte ?», le commandant Petitet, qui prenait ses fonctions de premier président de la CEPOL à l'époque, répondait « Oui, mais la technologie est encore loin d'être au point et de pouvoir répondre aux besoins ». Donc voilà le point de départ de nos conversations. Alors, commandant, qu'en est-il aujourd'hui des navires, des équipements et produits de lutte en mer mis en disposition du préfet maritime ? Bien, donc la situation va beaucoup mieux. Je vais détailler ça maintenant. Déjà, il faut bien prendre conscience que la lutte contre les pollutions en haute mer, la meilleure façon de lutter, c'est le dispositif Orsec à la disposition du préfet maritime. Le préfet maritime, ça a été bien expliqué ce matin, a une organisation du personnel et des moyens pour prendre en charge tout navire en difficulté en haute mer. Et c'est bien cette prise en charge d'un navire en difficulté, cette façon d'éviter aussi des collisions, qui va éviter des dizaines et des dizaines de déversements potentiels ou effectifs d'hydrocarbures. Il faut vraiment le souligner. Donc l'action du CEPOL, qui est une unité d'expertise technico-opérationnelle dans le dispositif Orsec et au service du Prémar, se prépare malgré tout, au sein du dispositif Orsec, à intervenir en permanence dès qu'il y a une situation un peu incidentelle qui se présente. Donc, dès qu'il y a un événement, et ça arrive très régulièrement, via les Polrep par exemple, l'équipe du CEPOL fait des simulations dans ses bureaux pour voir le danger et qu'est-ce qu'il faudrait mobiliser comme équipement et comme équipe. Alors, je ne vais pas faire un cours de lutte anti-pollution parce que ça prendrait des heures, mais oui, mais schématiquement, le principe, c'est d'aller le plus près possible du déversement à la mer, de telle façon à éviter qu'une tonne de pétrole déversée à la mer se transforme en 10 tonnes de déchets sur le littoral. Donc, pour aller le plus près d'un déversement, il faut des bateaux spécialisés. Donc, le préfet maritime à Brest, mais comme sur les autres façades, dispose de bâtiments spécialisés qui sont en alerte anti-pollution, généralement à 6 heures, mais ça peut être plus court en fonction de la météo. Et le CEPOL préconise des équipements à charger sur ces bâtiments spécialisés de telle façon à intervenir. Alors, typiquement, quel genre d'équipement ? Vraiment, le système de combat phare, c'est le barrage hauturier qui sert, qu'on mettrait dans la nappe et qui formerait une poche et à l'intérieur de laquelle on pomperait avec des systèmes, des grosses pompes qu'on appelle des écrémeurs de grande capacité.
Donc, pour être prêt au claquement de doigts du préfet maritime pour intervenir sur un déversement, donc, chaque façade en métropole dispose d'équipements qui sont stockés dans les bases navales avec une équipe de techniciens chargée de la mettre en œuvre, enfin chargée de la préparer en permanence. Merci. Et donc, en lien direct avec ces moyens, vous avez à peine évoqué cela, mais comment sont formés les officiers et hommes d'équipage qui mettent en œuvre tous ces équipements? Donc en fait, il y a différents stages de formation, enfin échelons de formation et d'entraînement. Donc toute personne qui arrive dans le système anti-pollution suit des stages de formation, théorique ou pratique. Ensuite, il y a une qualification opérationnelle qui concerne chaque matériel et chaque personnel. Et environ chaque mois, il y a des mécanisations qui sont faites à bord des bâtiments spécialisés que suit le CEPOL. Donc en temps réel, on est capable de dire telle personne est compétente sur tel et tel matériel. Et puis il y a le stade supérieur qui est l'entraînement annuel dans des exercices majeurs faits avec les préfets maritimes, où là on va à la mer, on simule des déversements et on coordonne beaucoup d'acteurs. Merci, commandant. Alors on va se rapprocher maintenant un peu plus du littoral. Monsieur Mégécaz, quelles sont, on a parlé déjà des missions de la dame ce matin, mais en matière de préparation à la lutte, comment agit la direction des affaires maritimes? Merci. Alors, la dame, en effet, on l'a vu ce matin, a une dimension de prévention, elle a aussi une dimension donc, de préparation à la lutte Paul Marter. Là-dessus, elle a notamment en charge d'animer le réseau Paul Marter, puisque Paul Marter regroupe tout un tas d'acteurs, que ce soit des correspondants départementaux Paul Marter, qui sont l'échelon, qui sont un maillon essentiel de la préparation à la lutte en la matière, les DREAL de zone de défense et de sécurité, les centres, évidemment les centres Polmar, qui dépendent des DIRM, le CEREMA, qui est l'opérateur technique de la dame et qui est un des acteurs éminents, et bien sûr le CEDRE, qui est là aussi un des acteurs majeurs de ce réseau. Un des points importants pour nous, c'est le maintien des compétences. C'est un de nos objectifs. Donc maintien des compétences qui passe notamment par les formations et les exercices. Mais j'en dis pas plus. Marc, je suppose, en dira davantage tout à l'heure. Et le CEDRE, d'ailleurs, joue un rôle éminent dans les formations sur ces sujets-là. Maintient aussi, en conditions opérationnelles et acquisition, des moyens de lutte pour la partie Paul Marter. Donc ça passe évidemment par les barrages tout à fait côtiers, mais aussi ensuite les moyens de lutte, une fois que, pour le coup, la pollution est réellement arrivée à terre. Et enfin, participation à la doctrine, j'allais dire, de lutte Paul Marter, où là on agit en interministériel, notamment beaucoup avec nos camarades du ministère de l'Intérieur, avec la sécurité civile. Donc voilà, tout un panel sur ces sujets-là. Et donc en 40 ans, comment ont évolué en gros les stratégies de lutte? On l'a vaguement évoqué ce matin, mais... Alors, sur Paul Marter, il faut quand même reconnaître qu'en 40 ans, c'est un compartiment où il y a eu beaucoup de progrès effectués. J'ai une anecdote qui m'a été racontée parce que je fais partie de ceux qui n'étaient pas nés au moment de la MOCO. Donc, je n'ai aucun souvenir, naturellement, de cet événement. En revanche, j'en ai discuté avec plusieurs d'entre vous qui en ont des souvenirs. Et un des éléments qui m'a frappé, qui peut paraître peut-être anecdotique, mais on m'indiquait par exemple que pour les nettoyeurs haute pression, à l'époque, les nettoyeurs haute pression fonctionnaient à l'eau douce. Et donc il y avait des norias de tonnes agricoles qui venaient pour pouvoir lutter. Bon, je ne sais pas si c'est le seul progrès, je pense qu'en effet on en a fait d'autres bien plus importants, mais aujourd'hui ces nettoyeurs fonctionnent à l'eau de mer, ce qui permet de faciliter la lutte. Tout ça pour dire qu'en fait, sur ces 40 ans, l'élément essentiel, je pense, dans la lutte Paul Marter, mais qui d'ailleurs doit valoir aussi pour la partie maritime, c'est l'acquisition et la capitalisation de connaissances, d'expériences, qui permet aujourd'hui de disposer vraiment d'un corpus, y compris opérationnel, écrit, suivi, et qui permet derrière de le tester par des exercices,
par des formations. Donc il y a à la fois cet aspect connaissance, et sur cet aspect connaissance, il y a en plus un accroissement qualitatif, si je puis dire, c'est qu'on ne se focalise plus non seulement sur la lutte, mais aussi on se fonde sur le step d'après, c'est-à-dire l'effet de la lutte. Et donc on prend aussi en compte l'impact environnemental que va avoir la lutte, et donc on développe aussi des moyens de lutte qui ont un impact plus limité qu'ils ne pouvaient l'avoir précédemment. En matière opérationnelle, je l'ai dit, des exercices, des formations. Je voudrais citer aussi la question des marchés anticipés, c'est-à-dire voilà, une vraie réflexion sur, au moment de la crise, est-on en capacité de répondre rapidement sur l'événement. Et en fait, en matière d'organisation, ça a été dit depuis ce matin, l'intégration dans l'ORSEC. L'ORSEC maritime, c'est vraiment un élément majeur d'évolution qui permet d'avoir un continuum dans la lutte. Et puis, deux autres points qui sont les points toujours difficiles parce que c'est des points d'interface, l'interface terre-mer, qui reste encore aujourd'hui, et il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en la matière. C'est un élément majeur dans les dispositifs Paul Marter. Et puis les relations avec les collectivités, qui sont, là aussi, il y a des progrès qui ont été faits pour justement articuler ces différents stades. Quelques idées sur l'avenir, l'évolution éventuelle de l'organisation Polmar ? Alors, sur Polmar, on l'a dit, on ne peut pas rester statique. En tout cas, on est toujours en permanence en train de chercher l'amélioration du système. Vous le savez certainement pour beaucoup d'entre vous, il y a un rapport d'expertise qui a été rendu, rédigé par le CGEDD et l'IGAM. Il y a un des rédacteurs est dans la salle, donc, qui a été rendu en toute fin d'année dernière. Moi, si je devais résumer à grands traits, je retiens deux choses. C'est les deux dernières sur lesquelles j'ai fini juste avant, c'est-à-dire l'interface terre-mer d'un point de vue opérationnel. On a un vrai sujet. Il y a des réunions qui se montent encore aujourd'hui, qui sont sur voilà, comment permettons, on le disait à l'instant, comment permettons que la lutte en mer soit la plus efficace possible. La terre a un rôle à jouer, c'est-à-dire que comment on décharge, comment on débarque l'ensemble de ces polluants pour que le navire reparte le plus vite possible. Parce qu'en effet, comme on le disait, tout ce qui arrive à terre, on a un coefficient multiplicateur qui n'est pas favorable. Donc ça, c'est un des points majeurs d'évolution sur lequel il faut qu'on travaille et sur lequel on travaille. Et enfin, la relation État-collectivité, notamment avec les réformes qui ont pu intervenir depuis 10 ans, et la nécessité d'avoir peut-être des relations renforcées sur la question des effectifs, parce que même si nos matériels permettent aujourd'hui de progresser, de récupérer notamment dans la frange côtière, on aura toujours besoin de bras, et il y en a beaucoup dans les collectivités, plus que dans l'État, dans les services de l'État parfois. Et enfin sur les pollutions infra-Polmar de plus petite envergure, donc qui sont moins liées en effet au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, mais qui sont importantes, et les collectivités ont tout leur rôle là-dedans, et donc ça fait partie des deux perspectives fortes pour les années à venir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je me tourne maintenant vers M. Gigabel pour aller vers des choses peut-être plus de terrain encore. Donc, quelles sont les missions du CEREMA dans le cadre évoqué par M. Méjeka ? Oui, donc effectivement, nous travaillons essentiellement pour la direction des affaires maritimes. Rémi est un de mes interlocuteurs principaux. Nous travaillons dans 4 directions, donc pour l'acquisition et la gestion des équipements. Donc aujourd'hui, on a 8 centres en métropole et 5 centres outre-mer qui gèrent les équipements. Nous travaillons également au niveau des plans départementaux, donc pour le développement de ces plans, donc au niveau de la méthodo et de la technique. Techniquement, ce sont les plans de pose des barrages qui sont vraiment le point clé de ces plans au niveau de notre travail. Et nous travaillons donc au niveau des exercices et de la recherche et de l'innovation. Donc je vais m'attarder un peu plus sur le domaine des exercices. Les exercices au niveau opérationnel, c'est vraiment la clé de voûte du système, puisque c'est là où on teste l'efficacité du dispositif. Donc au niveau du contexte de l'intervention, il faut se remettre un peu en perspective des choses. Ici, on est sous les feux de la rampe, on va dire,
Mais en cas d'intervention Polmar, on va dire qu'on est sous des feux bien plus éclairants encore. Donc il faut vraiment être prêt, il faut développer pour cela des automatismes. Vous savez comme moi que ces pollutions accidentelles, ce sont des aléas qui sont vraiment contre nature. Alors j'ai travaillé précédemment sur les risques hydrauliques, donc les submersions marines. Ici, on rajoute un composant, ce sont les hydrocarbures, avec une haute viscosité, une viscosité qui est variable. On a un aléa qui est très difficile à maîtriser. C'est-à-dire que quand on travaille sur les risques naturels, ce sont des risques qui existent depuis de très longue date. En quelque sorte, la nature s'est habituée. Ici, on travaille avec un polluant qu'on introduit, qu'on est allé chercher dans les entrailles de la Terre et qui se retrouve à la surface. C'est quelque chose qui est vraiment contre nature. Si on peut avoir un sentiment de fatalité par rapport au risque naturel, face à un tel risque, on a plutôt de la colère et les actions humaines sont regardées encore de plus près. Donc il s'agit de trouver des scénarios pour les exercices, de trouver des scénarios réalistes. Il y en a une infinité. Néanmoins, on doit travailler site par site, puisque chaque site est particulier, chaque site a ses contraintes de courant, de vagues. Donc on a eu tendance pendant une époque à mettre les barrages de manière un peu trop proche des éléments, on va dire, exposés au courant, à la houle. Maintenant, on les met plus en second rideau. On peut dire aussi qu'il y a une grande variabilité au niveau des substrats, donc les plages, les roches, mais encore pire, les marais qu'il faut protéger. Donc on doit avoir une stratégie aussi de lutte par rapport à ça, pour protéger ce qui est le plus vulnérable. Au niveau de la préparation, ce qui compte beaucoup aussi, c'est qu'on a un nombre très important d'acteurs. On a un paysage, en plus des administrations, qui a fortement évolué. On n'a plus les DDE avec les services maritimes qui alimentent en nageant. Donc ça veut dire que les exercices doivent aussi intégrer cette dimension. Donc le but des exercices, c'est tester la disponibilité et l'efficacité des moyens, mais c'est aussi former et coordonner les équipes. Tout ceci conduit à plusieurs types d'exercices finalement. Ça peut être des exercices d'état-major sur la gouvernance et sur l'organisation, avec en quelque sorte un jeu de rôle, mais toujours un scénario qui est bien défini. Mais ça peut être des exercices de terrain pour former les personnels de terrain et les coordonner. On met aussi l'accent sur les exercices qui associent la Marine nationale avec des exercices terre-mer. Donc c'est aussi un élément clé du dispositif. Et comme l'indiquait Rémi à l'instant, la récupération des polluants en mer, c'est vraiment quelque chose qui est apparu notamment après l'ERICA et sur lequel on porte une grande attention. On a beaucoup d'acteurs à mobiliser dans ce sens. Voilà, bon, la DAM finance un exercice tous les 3 ans par département, ce qui représente une grosse activité. Et sur le plan des dépenses, ça paraît tout à fait justifié vu l'importance de ces exercices. Merci, Monsieur Gigabel. Alors, dans ma logique, la pollution se rapproche et arrive à la côte. Les premiers concernés, ce sont bien évidemment les maires des communes littorales. Alors, Sophie Baé, comment le fameux syndicat mixte de protection du littoral breton créé au lendemain de la MOCO est-il devenu Vigipol ? Alors effectivement, François Cuyand en a parlé ce matin dans son allocution d'accueil. Le syndicat de protection et de conservation littorale nord-ouest de la Bretagne, tel qu'il a été créé au lendemain de la marée noire, et communément appelé le syndicat AMOCO pour des questions de facilité, a mené un combat très important pendant près de 20 ans. Puisque j'ai envie de revenir 11 ans avant la MOCO, en 1967, quand le Torrey Canyon déverse sa pollution sur les côtes bretonnes, on a un effet de sidération. C'est vraiment la première marée noire de grande ampleur qui arrive sur les côtes, et il n'y a pas cette révolte qui naît, tandis que 11 ans plus tard, on a déjà eu donc le précédent du Torrey Canyon, d'autres petites marées noires, et puis là, on est carrément dans un mouvement de colère et de révolte. Et ce syndicat AMOCO va en fait canaliser cette colère et permettre de passer de la révolte à l'action. Et ça va être le procès contre la société AMOCO qui va se passer à Chicago, qui va durer 14 années.
et qui va être le premier grand procès en environnement côté français, qui va faire évoluer le principe pollueur-payeur. Et puis à la fin des années 90, donc le procès il est clos, il est victorieux, et donc l'objet de ce syndicat mixte qui était uniquement la conduite de ce procès est aussi caduc, et les élus s'interrogent sur l'opportunité soit de dissoudre la structure, soit d'en élargir les missions. Et sur ces réflexions arrive la marée noire de l'ERICA en décembre 1999, et les élus se disent non, le risque est toujours bien présent pour la Bretagne. Ce serait dommage de perdre toute cette expérience accumulée. Et puis aussi, un fait important à signaler, c'est cette volonté des élus de tous bords politiques de travailler ensemble sur ce risque de pollution. Et donc c'est comme ça qu'en 2000, le syndicat AMOCO prend le nom de Vigipol et élargit ses missions à la défense des intérêts des collectivités littorales face aux risques issus du transport maritime en général. Et donc là, on passe d'une réaction, la réaction en cas de pollution. On conserve toujours cette activité d'action en justice pour faire condamner le pollueur et obtenir une juste indemnisation quand il y a une pollution accidentelle ou volontaire. Mais on passe de la réaction à l'anticipation. On va se dire, certes, faire condamner le pollueur, c'est bien, mais aussi comment on peut faire pour réduire la fréquence des accidents et aussi leur gravité, donc en se préparant et en étant capable au niveau des communes de bien réagir et de minimiser les impacts sur le territoire. Et donc aujourd'hui, c'est devenu notre activité principale à Vigipol. Alors pourquoi est-il si important que les collectivités aujourd'hui se préparent ? Alors il faut rappeler que si la gestion de la lutte en mer relève du préfet maritime, à terre, la responsabilité de la lutte est répartie entre le maire et le préfet en fonction de la gravité de la pollution. Le préfet et donc les services de l'État vont gérer les pollutions d'ampleur exceptionnelle et le maire va avoir la charge des pollutions de moindre ampleur, dans le cadre de ce qu'on va appeler l'infrapolmar, comme son nom l'indique, sous le polmar. Et donc, déjà, le maire doit pouvoir assumer ses prérogatives qui lui reviennent dans le cadre de ses missions de directeur des opérations de secours pour les pollutions de moindre ampleur. Et puis, tout d'abord, c'est, comme vous le disiez, Christophe, c'est d'abord les communes qui vont être les premières confrontées à la pollution. Que ce soit une petite pollution, une grosse pollution, c'est elles qui verront le premier les pollutions arriver et qui auront aussi à répondre à la population. Ce seront eux qui seront en contact direct avec les populations. Et puis, on a beaucoup ce matin parlé de l'évolution des risques et de ces nouveaux risques qui se profilent. Et là, le rôle des communes est aussi important, puisque que ce soit pour des pertes de cargaison avec des conteneurs qui peuvent arriver à la côte, et qui aussi, on a parlé des produits chimiques qui peuvent entraîner des risques pour la population. Là, le rôle des maires est important, puisqu'on a beaucoup de petites pollutions, une multiplication ces dernières années des petites pollutions, et donc qui rentrent dans le champ de compétences des maires. Et puis on voit aussi avec les produits chimiques des questions de sécurité des populations face à un risque qui peut être explosif ou d'émanations toxiques. Et donc aujourd'hui, gérer une pollution maritime, c'est plus uniquement prévoir le nettoyage des côtes. Et donc il y a tout un travail, une approche globale à avoir. Et puis aussi un aspect qui a été évoqué par la dame, c'est que les services de l'État n'ont plus forcément la main-d'œuvre pour assurer les opérations de nettoyage, et que le potentiel de main-d'œuvre des collectivités, que ce soit les communes, les intercommunalités ou les départements, est aussi totalement indispensable. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'intégrer complètement dans le dispositif Polmar, on va dire, cette place des collectivités aujourd'hui. Et alors que fait concrètement Vigipol justement pour aider les élus, les collectivités à se préparer brièvement ? Alors très rapidement, effectivement, on a un premier aspect qui est l'analyse des risques du point de vue des collectivités, donc savoir quels sont les risques qui menacent, quel type de produits risquent d'arriver à la côte, pas se centrer uniquement sur de l'hydrocarbure, mais voir aussi toutes les contraintes opérationnelles qui vont être liées à l'arrivage de conteneurs sur les côtes avec des afflux massifs de population, des risques de pillage, donc de mise en danger des populations, etc. Donc comment la commune peut se préparer à faire ça. Ensuite, il y a un gros travail de sensibilisation aujourd'hui à faire, puisque le plus gros risque aujourd'hui, c'est de croire que le risque n'existe plus. Comme on n'a pas eu de pollution majeure depuis une quinzaine d'années, il y a une certaine démotivation. On dit, bon voilà, il n'y aura plus de grands accidents, il y a eu beaucoup de mesures prises au niveau de la sécurité maritime, et c'est heureux. Et donc, entre moult priorités, on a tendance à laisser cette préparation un petit peu de côté. Donc on a aussi ce travail pour montrer que le risque existe toujours. Et puis le gros de notre action, c'est ce qu'on appelle la démarche infrapolmar. Donc comment on va proposer un plan de secours type aux communes, donc qui est ce qu'on appelle le plan infrapolmar, qui va être inclus dans le plan communal de sauvegarde des communes.
Donc on leur propose un plan type qui est harmonisé à l'échelle de toute la Bretagne. On les accompagne à l'échelle des intercommunalités pour adapter ce plan aux spécificités de leur territoire, pour vraiment que ça se fonde dans leur fonctionnement. Et puis ensuite, on les forme, on fait des exercices de crise. Et puis, surtout, une fois que le plan est fini, après, on entretient la vigilance, c'est-à-dire comment tous les ans, on peut faire une petite piqûre de rappel, soit par une formation, soit en approfondissant tel ou tel aspect du plan, ou en faisant des exercices réguliers. Alors, comment s'intègre cette action des collectivités dans le système Polmar, en gros ? Alors, on voit qu'effectivement, de plus en plus, la complémentarité entre le dispositif Polmar de l'État et infra-Polmar des communes est indispensable et qu'on a à travailler. Donc, on travaille depuis des années avec les préfectures des 4 départements bretons. On participe notamment quand il y a les révisions des plans Orsec Polmar. Et puis, donc, on est là aussi pour s'assurer que ce qu'on préconise dans les plans infra-Polmar est cohérent avec ce qu'il y a dans le dispositif Polmar pour avoir aussi une montée en puissance possible, parce que parfois la pollution peut commencer petitement, donc c'est le maire qui va commencer à gérer, et puis au bout d'un jour ou deux, le préfet pourrait prendre le relais. Donc voilà, donc aujourd'hui on travaille en bonne intelligence avec les services de l'État, aussi bien au niveau départemental que central. Vous avez mentionné le rapport du CGEDD qui effectivement préconisait la généralisation d'un organisme comme Vigipol à l'échelle nationale. Et on a plusieurs régions qui nous ont demandé aussi d'étendre notre action, qui pour l'instant est bretonne. Et donc on lance cette année officiellement l'ouverture de Vigipol vers une dimension nationale. C'est un scoop. Ah ben, j'ai bien fait de venir. Merci Sophie. Donc la pollution littorale est maintenant suffisamment importante pour que le préfet terrestre prenne le leadership, la direction des opérations, et que l'organisation Polmar monte en puissance, puisque maintenant on ne déclenche plus le plan Polmar, il est prêt en permanence. Alors, commandant Guédé, comment cette organisation a-t-elle évolué au cours des différentes grandes pollutions, puisqu'à chaque fois on a fait évoluer le plan Polmar, et surtout avec la loi de modernisation de sécurité civile de 2004, qui a quand même changé la gestion des crises. Alors, vous avez raison, elle a changé un certain nombre de choses, elle a consolidé un certain nombre de principes, elle en a modifié d'autres à la marge, et puis elle en a introduit quelques-uns qui sont dans le domaine de la lutte contre les pollutions. D'abord, la loi de modernisation de sécurité de 2004 a bien réaffirmé que les objectifs de la sécurité civile étaient la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Donc l'environnement reste bien dans le champ de compétences de la sécurité civile. Ensuite, cette même loi a bien réaffirmé la nécessité de se préparer aux événements, de se préparer par le biais de la planification et puis par le biais d'entraînement. Elle a simplement changé le modèle de planification. Avant 2004, on avait en fait des plans qui avait pour objet d'apporter une réponse à un événement donné. Donc, vous connaissez sans doute le plan rouge, le plan acifère. Donc, le plan rouge était destiné à prendre en charge de nombreuses victimes. Le plan acifère était censé répondre aux catastrophes ferroviaires. Après 2004, on a en fait changé de modèle et on a institué, enfin, on a considéré qu'il y avait un certain nombre de dispositions qui étaient communes à tout l'Orsec, que ces dispositions étaient d'application courante et qu'on ne déclenchait plus de plan. Et puis ensuite, on avait une déclinaison de l'Orsec par type d'événement. Donc ce matin, on a beaucoup parlé des Orsecs maritimes. Il faut savoir qu'il existe son pendant pour le terrestre, c'est l'Orsec terrestre. Et puis on a parlé ce matin, et j'ai été attentif à ça, à la nécessité de bien coordonner les actions entre la mer et la terre. Il faut savoir qu'il existe des dispositions d'interface terre-mer sur ces deux Orsecs-là, qui ont justement pour objet de fluidifier la communication et la coordination des actions, des premières actions qui seraient menées à la terre pour en améliorer le bénéfice, je dirais, une fois la pollution à terre. Et enfin, troisième principe introduit par la loi de modernisation de sécurité civile, c'est qu'elle place le citoyen et puis les associations de citoyens comme des acteurs de sécurité civile. Donc la nouveauté, c'est la possibilité d'avoir des associations qui disposent d'agréments de sécurité civile. Le CEDRE dispose d'un agrément de sécurité civile pour conduire des opérations de secours, et donc qui permet à ces associations de venir s'interfacer ou d'apporter leur contribution dans le cadre de la gestion de crise de sécurité civile. Donc, ce sont là les nouvelles règles, ou pouvez-vous préciser encore un peu les nouvelles règles de la gestion de la crise globalement, ou est-ce que je pense que le gros de la gestion de crise, il est dans le deuxième point que j'ai évoqué, à savoir le fait qu'on n'ait plus de déclenchement de plan Orsec Polmar.
mais qu'on ait des dispositions applicables, j'allais dire, de manière commune, et qu'en fait, on n'a plus un décideur qui dit « je déclenche le plan Polmar », et que ces dispositions sont d'application courante. Alors demain, on a une nouvelle pollution. Comment vous voyez, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Comment vous voyez ça pour l'avenir? Alors, pour l'avenir, déjà pour ce qui se passe aujourd'hui, mais ça a déjà été un petit peu dit, les premiers concernés vont être les collectivités territoriales. Les ressources dont disposent aujourd'hui les collectivités territoriales, ce sont leurs services en propre. Il faut savoir aussi que les services départementaux d'incendie et de secours apportent leur contribution à la gestion urgente de la crise, qu'elles peuvent être mobilisées plus ou moins longtemps en fonction de l'analyse de la crise qui sera faite. Et puis, puisqu'on parlait de planification, je tiens à souligner aussi, et ça a été un petit peu évoqué, le fait que le maire dispose aujourd'hui d'un plan communal de sauvegarde, qui est le premier élément, un des outils qu'il va pouvoir utiliser pour mobiliser un certain nombre de moyens spécialisés. Et puis, quand ce fameux plan est enrichi des fameuses dispositions qu'a évoquées Sophie Bailly, il pourra mettre en application ces dispositions pour optimiser l'emploi des ressources qu'il a à sa disposition. Ensuite, au niveau départemental, le préfet de département dispose de toutes les administrations qu'il a sous sa coupe, parmi lesquelles, encore une fois, le service départemental d'incendie et de secours. Je tenais à préciser qu'aujourd'hui, cette ressource, elle est formée à l'intervention face aux risques chimiques et aux pollutions par hydrocarbures. Ça, je crois que ça date des années 2006. Et que l'analyse il y a une analyse qui est conduite par le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le cadre de l'élaboration de son schéma départemental d'analyse et de couverture de risque sur le volume de moyens et la ressource humaine dont il doit disposer pour faire face à ce type d'événement. Cette analyse est conduite au regard à la fois du risque littoral et puis des abritations portuaires qui seraient amenées à défendre. Enfin, à l'échelon national, le ministère de l'Intérieur a aujourd'hui 1700 sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile qui sont formés pour partie à la mise en œuvre de matériel de lutte contre les pollutions. Donc, c'est des gens qui seraient amenés à mettre en œuvre, à appuyer en tout cas les structures locales dans la mise en œuvre des matériels des stocks Polmar. Ensuite, je tenais à apporter à votre connaissance un dispositif qui est assez nouveau, qui s'appelle la capacité nationale de renfort pour l'intervention à bord des navires, qui est né en novembre 2016 et qui, dans sa boîte à outils, a une compétence lutte contre les pollutions. Merci, commandant. Nous avons balayé, on n'a pas parlé de la partie traitement des déchets, mais bon, c'est un gros morceau, mais il est sous-jacent de toute l'organisation que vous nous avez présentée. Je vais maintenant laisser la parole à la salle pour des questions. Il y a des micros qui peuvent circuler. Alors, je ne vois pas grand-chose avec la lumière. Oui. Alors, vous qui avez bien étudié le plan Polmar, vous allez nous dire... Oui, merci M. Rousseau. Merci Christophe. Oui, effectivement, comme on a été cité au titre du Conseil général de l'environnement et du développement durable dans ce rapport, je voulais d'abord féliciter Sophie Bailly de ce qui est fait, parce que vraiment, Vigipol, nous considérons qu'il y a vraiment un rôle considérable à faire à l'échelon notamment intercommunal, pas que communal. Et un des vrais sujets, ce sera de réussir à passer sur l'intercommunalité. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce que Rémi Machkaz a bien rappelé que les départements, maintenant, auraient éventuellement la possibilité puisque, comme vous le savez, il n'y a plus de DDE, il n'y a plus d'équipement, donc quasiment plus. Il y a des DDT, mais qui n'ont plus de personnel. Et donc, clairement, le personnel, il n'est plus là pour effectuer. Alors, le commandant Guédé nous explique que, rassurez-vous, dormez sur vos deux oreilles, il y a la sécurité civile qui veille, il y a tout le monde. Sauf que, quand on est devant une ampleur du type de celle qu'on a pu connaître, 1500 personnes, ça ne suffira pas. Et donc, clairement, il faut s'occuper de tout ce qui est capable de venir pour travailler. Il faut se souvenir de ce qui a été fait il y a 20 ans avec Erika, notamment. Et donc, il faut effectivement travailler avec les collectivités locales. C'est indispensable. Et pour ça, nous considérons, je vois qu'aujourd'hui, vous annoncez qu'effectivement, vous allez l'étendre, j'espère, en dehors de la Bretagne, indépendamment de la Manche qui vous a rejoint déjà depuis un moment, et puis de quelques intercommunalités, notamment du Sud. J'ai compris qu'il y avait R220, enfin
la Ria d'Etel, vous l'avez récupérée au moment où est arrivé le TK Bremen, ça reste encore en Bretagne. Il y en a d'autres un peu plus bas qui devraient vous rejoindre. Je crois qu'il y a un vrai sujet en Méditerranée. Personne ne le sait, mais je ne dis pas que les préfets ne s'y intéressent pas, mais les préfets s'intéressent au risque sécurité civile, incendie. Et donc, ils s'intéressent assez peu au risque maritime. Enfin, on a vu ça, nous, dans les CIRA 7PC, très clairement. Et donc, il y a un vrai sujet. Si jamais se passe quelque chose qui ne s'est pas passé en Méditerranée depuis très longtemps, mais il y a un vrai sujet, effectivement, de capacité à s'occuper, et dans la durée, je dirais, du sujet. Parce que vous aurez toujours le Cèdre. On a la chance en France d'avoir le Cèdre, c'est extraordinaire, mais vous n'avez pas ça partout. En revanche, alors, le Cèdre, il va intervenir, il va venir tout de suite, mais pour la durée, pour le travail dans la durée, je vous certifie qu'il y a vraiment des choses à faire, et notamment sur la côte méditerranéenne. Voilà, je me permets d'apporter ce témoignage. Ce n'était pas une question, mais dans la réalité, c'est des sujets, à mon avis, qui sont à prendre en compte, notamment dans les plans Orsec qu'on a pu regarder. Certes, nous avons mené ce rapport sans travailler avec l'IGA. Enfin, je suis allé voir votre directeur, mais on n'a pas travaillé de façon main dans la main avec l'IGA. On aurait dû le faire avec l'Inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur. Et là, on aurait vu qu'effectivement, il y a des améliorations certaines. Voilà. Notamment dans la durée, dans le travail dans la durée. Parce que c'est très important de réussir à travailler dans la durée, dans le traitement des déchets récupérés, enfin dans tous ces sujets importants. Merci. Merci beaucoup. Là, je vais vous passer la parole, mais pour votre information, la Méditerranée, en tout cas les élus, avant les premiers plans communaux de sauvegarde, et nous avons été impliqués dans ces travaux très tôt, avant même la Bretagne et tout autre département, la communauté de communes de Nice-Côte d'Azur avait établi un plan communal de sauvegarde pour la pollution, avant même son plan communal de sauvegarde général. Donc après, il a fallu upgrader cette partie antipole pour le reste. Donc les Méditerranéens avaient un peu anticipé sur tout le monde, en fait. Un mot, vous vouliez répondre? Non, excusez-moi si j'ai tenu mon propos et que j'ai fait passer le message selon lequel vous pouviez dormir tranquille et que la sécurité civile veillait sur vous et qu'elle sera en capacité de répondre seule à presque tous les événements. Ce n'était pas du tout le sens de mon propos, et c'est bien pour ça qu'on a développé d'autres capacités qui sont, je citais la Capinave, mais d'autres capacités qui seraient en mesure d'intervenir face à ce type de crise. Donc, encore une fois, le ministère de l'Intérieur et la direction de la sécurité civile n'a pas l'ambition de répondre seul à ce genre de catastrophe, et nous sommes bien conscients qu'il s'agira de travailler avec un certain nombre d'autres administrations pour réussir la conduite de crise. Merci. Encore une ou deux questions avant de passer. Oui, là, ici, au milieu, là. Le micro arrive, il descend par là. J'avais ici au milieu quelqu'un, je vous passerai la parole après. Je vais respecter l'ordre des doigts levés. Jean-Pierre Guillou, chef du service littoral à des thèmes du Finistère et correspondant Paul Marter pour le Finistère. À la suite des différentes présentations de la table ronde, là, je souhaitais dire quelques mots sur l'exercice Polmar 2017 organisé dans le Finistère, parce qu'il rejoint plusieurs préoccupations exprimées au cours de la table ronde. Donc, nous organisons, comme dans l'ensemble des départements, un exercice tous les 3 ans. En 2017, on s'est attaqué à un exercice un peu particulier sur le site de l'Octudi. Le Tudi pose d'un barrage de 1350 mètres, donc relativement conséquent. On s'y est attaqué parce que sur les 40 barrages possiblement qu'on pourrait mettre en place à l'occasion d'une crise de ce type dans le Finistère, on a à peu près une dizaine de barrages qui font plus d'1 kilomètre, donc c'est quand même intéressant de regarder dans quelles circonstances et dans quelle durée on serait en capacité de le faire. L'autre approche, c'est aussi de considérer que presque la moitié de ces barrages protègent des ports, que les ports ont été transférés aux collectivités, et que qui, finalement, mieux que la collectivité, autorité portuaire, n'a d'intérêt aujourd'hui à protéger son port en cas de pollution venant de la mer. Donc, ces différentes considérations nous ont amenés à faire 2 choses, notamment à se dire que il fallait d'une part former les autorités portuaires
à la mise en place de barrages, ils connaissent bien leur site, ils ont des compétences qui sont très proches finalement des compétences qu'on a besoin de mobiliser pour mettre en place le barrage à l'occasion d'une crise. Et puis aussi, deuxième axe, c'est de faire appel à des professionnels de la crise, donc à l'USC de Nogent-le-Rotrou qui nous a accompagnés dans cet exercice. Et donc nous avons mis en place une organisation avec une direction d'exercice des DTM, mais 2 chefs d'équipe, un chef d'équipe poste de barrage côté l'OCTUDI, autorité portuaire, et un chef d'équipe côté ILTUDI qui était USC Nogent-le-Rotrou. Voilà. Et pour réaliser ça dans de bonnes conditions, nous avons organisé une formation un peu nouvelle de chef d'équipe poste de barrage qui a été organisée à la fois au CEDRE et au centre de stockage ici de la DIRM sur 3 jours avec des apports à la fois théoriques et pratiques, ce qu'on peut faire dans de bonnes conditions vraiment sur les différents sites de Brest. Voilà. Après, conclusion, tout a bien fonctionné. Encore une fois, on mobilise des compétences soit proches, des compétences métiers proches de celles qu'on a besoin, soit des compétences spécifiques gestion de crise. Il faut avoir l'esprit qu'il faut énormément de matériel et énormément de personnel pour mettre en place dans un temps court un barrage comme ça. C'est à peu près 100 personnes, 2 baliseurs, un bateau de travail du département, une vedette de la SNSM, une dizaine de semi-rigides et une organisation très en amont avec des procédures de pause qui sont préparées. Donc effectivement, c'est possible, mais ça se prépare. Et donc c'est tout l'intérêt que ce soit intégré dans les dispositions spécifiques Paul Marter de l'ORSEC, avec la précision nécessaire et avec un élément dont on n'a peut-être pas trop parlé, c'est la connaissance du littoral, la sensibilité du littoral et effectivement les caractéristiques des différents sites qui permettent ou non de les protéger et qui permettent, dans certaines conditions à définir, de venir ramasser, nettoyer, restaurer les différents sites qui seront concernés par une pollution. Merci beaucoup pour ce témoignage qui illustre très concrètement les propos que nous avons tenus dans cette table ronde. Alors, tout à l'heure, quelqu'un en haut là-bas, à ma droite, j'ai le projecteur juste dans l'axe, il m'a semblé voir une main se lever. À Morglas, on s'intéresse à la question des déchets. Ici, nous sommes à quelques centaines de mètres de dizaines de milliers de tonnes de déchets de la Moco qui ne sont toujours pas véritablement traités. On s'est contenté de les choler lors de la catastrophe. Sur 400 km de côte, on a collecté à l'époque très grande quantité de déchets. Dans l'urgence, on les a enterrés en haut des plages, dans des marécages. Le BRGM recense 61 sites d'enfouissement. L'association Robin des Bois, qui est spécialisée sur les questions de marée noire, en dénombre beaucoup plus, en indiquant qu'on ne sait d'ailleurs pas forcément toujours très bien où se situent ces fosses. 40 ans après, est-ce qu'on serait en capacité de gérer de façon un peu plus efficace et d'un meilleur respect de l'environnement les déchets collectés sur la côte? C'est à moi que revient cette réponse. Alors, comme vous l'indiquiez, le BRGM a mené toute une campagne il y a quelques années de recensement des sites existants et a traité de cette question sur l'avenir, sur est-ce qu'aujourd'hui on le ferait mieux? Je pense qu'on peut dire oui. Est-ce qu'on le ferait parfaitement? Je pense qu'on peut dire non. Voilà. Réponse simple. Est-ce qu'on le ferait mieux? Oui. Aujourd'hui, c'est encore un point d'amélioration. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est un des points sur lesquels on veut accentuer le travail. C'est-à-dire le stockage des déchets. Alors, pas seulement le stockage final et son traitement ultérieur, mais le stockage intermédiaire, le stockage de haute plage, c'est-à-dire toute la chaîne des déchets jusqu'au moment où ils vont être traités. Aujourd'hui, c'est systématiquement pris en compte dans les dispositions. C'est un des points complexes, qui est complexe techniquement, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment on récupère le plus rapidement possible les déchets qui sont ramenés depuis la mer pour que le bateau reparte le plus vite possible dans la lutte. Du coup, il faut arriver à le faire rapidement, mais en même temps en ayant la conscience des impacts environnementaux. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte,
qui clairement fait partie là aussi de la réflexion initiale. C'est-à-dire que dans la rédaction des plans, je vais reprendre ce mot impropre, la rédaction des plans, il y a toujours cette dimension-là. Quand est-ce qu'on les stocke, où on les stocke et comment on les stocke pour qu'on puisse les traiter derrière. Alors, je pense qu'on peut répondre concrètement que oui, on ferait mieux que lors de la MOCO. Est-ce qu'on a encore des marges de manœuvre? Est-ce qu'on a encore des marges de progrès? Oui. Là aussi, je pense que je vous le dis, c'est un des points sur lesquels on est en train d'insister pour encore améliorer les processus. Je rappelle quand même que pendant l'ERICA et le Prestige, c'était une consigne de base. Hein. Dès qu'un chantier était fini, la priorité, c'était de nettoyer les sites de stockage. Donc, des situations comme celles que vous évoquiez dans les périodes anciennes, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible dans la mesure où c'est vraiment la priorité de tous les chantiers. Dès que le chantier de nettoyage est fini, on restaure et on remet à propre tous les stockages qui ont pu être faits, que ce soit les stockages primaires, secondaires ou terminaux. Donc ça, c'est quand même une priorité vraiment très très forte. Y a-t-il d'autres questions? Là, on est à peu près dans les temps, donc pas de questions. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci aux intervenants d'avoir apporté tous ces éclairages sur ces différents points de la préparation.